Bonjour à tous et bienvenue au Café Book et Fleurs, le podcast. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Maïté Veka, une autrice belge en auto-édition, dont l'univers nous a profondément touchés. À travers ses romans, et notamment cette romance psychologique qui casse les codes, elle nous montre que l'écriture peut bouleverser une vie, ouvrir de nouvelles perspectives et nous aider à voir le beau là où l'on croyait ne trouver que de la tristesse. Avec elle, nous allons parler de son histoire, de cette reconnaissance par l'écriture, du courage de tout recommencer, mais aussi des réalités de l'auto-édition. Bienvenue au Café Book et Fleurs, le podcast où les livres se dégustent autant qu'ils se racontent. Entre confidences d'auteurs, regards d'éditeurs, rencontres inspirantes et les coulisses du monde littéraire, ouvre une parenthèse douce, chaleureuse et profondément humaine. Alors, peux-tu te présenter et nous parler de ton parcours ? Oui, donc moi c'est Maïté, je vais bientôt avoir 37 ans, je suis maman de 4 enfants, je travaille temps plein en tant qu'enseignante et j'ai publié mon premier roman le 10 octobre. Quel a été le déclencheur pour toi sur l'écriture ? Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à écrire ? Ce qui a été le déclencheur, c'est que j'allais pas très bien, j'étais très mal dans ma peau, j'étais obsédée par la peur de mourir. Je me cherchais des maladies, j'avais un lion qui était apparu dans la nuque. On a fait énormément de recherches pour savoir ce que c'était, on ne trouvait rien et en fait ça s'est terminé bêtement par la conclusion que ces ganglions étaient apparus par une sorte énorme. Donc j'ai pris un arrêt de maladie, ce qui m'a permis de terminer l'écriture de ce premier roman. D'accord. Est-ce que cet appel à écrire a été soudain ou ça a été progressif ? Je dirais que c'était assez soudain parce que le premier jet est sorti très rapidement. Par contre, j'avais déjà écrit dans le passé, dès le plus jeune âge, en fait, régulièrement des textes. J'étais jamais allée au bout du projet d'écrire un livre, mais ça restait vraiment un rêve enfoui en moi. Et là, je me suis donné la possibilité d'y arriver et j'en suis juste ravie et hyper comblée. Mais du coup, à quel moment t'as su que ça allait bouleverser ta vie ? Alors en fait, donc j'ai vraiment très mal. Je pensais que c'était un travail qui générait une source de stress. Sauf que quand je me suis retrouvée en arrêt maladie, je me suis vraiment consacrée à l'écriture. Les personnages de mon histoire en fait m'ont réellement ouvert les yeux sur le fait que mon couple ne fonctionnait plus. J'avais l'impression de vivre à travers mes personnages une histoire d'amour en fait, et je suis mise à me dire que finalement moi aussi je de vivre une histoire d'amour, ce qui n'était plus réellement mon cas dans ma vie personnelle, et ça a débouché le fait que j'ai pris la décision de divorcer 13 ans de vie de couple et 10 ans de mariage. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement ? Alors, personnellement, ça a été difficile, ça c'est sûr, parce que de cette union, il y a quand même 4 enfants. On avait un couple qui fonctionnait, donc sans but. Donc je pense que les enfants ne s'y attendaient pas. Et du coup, ce que ça m'a apporté personnellement, c'est le fait de me dire que finalement, ça me redonne la de pouvoir finalement amoureuse en fait. Enfin, j'ai fait passer une femme avant mes besoins de maman sans doute, ce qui n'a pas été facile et ça ne l'est toujours pas aujourd'hui. Mais c'est un choix que j'assume pleinement et je regrette absolument. J'ai pris cette décision par respect par moi-même et puis par respect aussi par mon ex-mari. Finalement, je me dis, on est jeune et on a le droit et on a la chance de pouvoir recommencer autre chose. Oui, il faut beaucoup de courage quand même. C'est pas évident de se dire on pense à soi. Oui, c'est pas évident. Est-ce qu'on peut parler ? Ouais, pardon, vas-y. Ça peut paraître parfois égoïste, mais c'était comme un instinct de survie en fait. Oui. C'est un peu comme si on n'est plus le héros de notre propre histoire.
Alors que finalement, déjà dans les histoires, on a le protagoniste et en fait, notre vie, c'est un peu la même chose. Faut pas s'oublier. C'est ça. J'ai décidé de ne plus subir, en fait. Enfin, de ne plus subir, mais de redevenir actrice de ma vie. Et ça m'a complètement relevée. Et puis, effectivement, l'aboutissement de cette histoire, ça m'a permis de finalement mettre des mots sur mes douleurs à moi. Oui. D'accord. Et du coup, on peut dire que là, maintenant, comme tu dis, ça t'a permis de te relever. Donc, tu vis une nouvelle ère, un nouveau chapitre de ta vie. Tout à fait. Entre-temps, évidemment, je suis retombée amoureuse. C'est une histoire pas facile. Que toute famille recomposée engendre des difficultés. C'est la vie de couple qu'on peut déjà être. Donc c'est loin d'être simple, mais c'est sûr que je veux dire que mes besoins de femme sont comblés. Maintenant restent les besoins de la famille qui eux ont encore des preuves à faire, mais je pense que le temps fera les choses. Et avant d'écrire, est-ce que la lecture avait un rôle pour toi? Ah oui, avant d'écrire, je lisais énormément. Je lisais des romans un peu dans celui que j'ai écrit, donc c'est-à-dire je vais dire des feel good, mais toujours avec cette émotionnelle plus forte que dans un simple feel good. Dans la lecture, j'ai besoin aussi de pouvoir rire et parfois aussi pleurer, de refermer le livre en me disant finalement quand ça va pas, on finit par relever, par aller l'avant. J'ai besoin d'avoir une lecture positive, moins, on va dire, histoire thriller ou roman policier, ça c'est mon délire. J'aime aussi toujours avoir une petite de romance sans tomber dans la romance vraiment trop ancrée. Donc j'aimerais vraiment bien retrouver l'histoire d'amour, mais toujours avec cette touche émotionnelle. Maintenant, depuis que j'écris, c'est difficile de lire, ce qui est frustrant parce que lire, ça alimente aussi le cerveau, donc c'est nécessaire aussi pour un auteur de continuer à lire, pour continuer finalement à nourrir la créativité, voir un peu comment les autres auteurs fonctionnent. Ça enrichit le vocabulaire, ça enrichit une trame d'histoire, donc c'est nécessaire pour l'auteur de continuer à lire, même si j'ai vraiment là, je suis saturée au niveau du temps entre l'écriture du deuxième roman. Je dois aussi en même temps gérer la diffusion du premier, donc gérer les salons, les rencontres. Enfin, c'est vraiment compliqué. Le boulot, les enfants, donc je cours un peu partout. Oui, c'est une vie bien rythmée. Est-ce que tu penses qu'un livre, ça puisse réellement ouvrir l'esprit? Je pense que oui, un livre, ça peut réellement ouvrir l'esprit, et je dirais même que lire, c'est une ouverture d'esprit, puisque dans les histoires, l'impossible est possible. Donc je pense que oui, ça ouvre l'esprit, ça permet de voyager, ça permet d'entrer dans une autre dimension, ça permet de rêver aussi. Ça peut permettre aussi d'ouvrir des projets. Parfois on lit une histoire et on se dit vivre la même chose, et finalement même si dans la c'est pas aussi simple que dans un roman, ça peut pousser à oser soulever des montagnes. Oui. Moi personnellement, je trouve que ton livre par exemple, ça m'a ouvert l'esprit. Il aborde quand même un sujet très important et on ne sait pas de quoi demain est fait, il faut profiter chaque jour quoi. Donc ouais. Oui. Ouais, c'est vrai que vraiment le sujet des souvenirs, surtout principalement, c'est là où on se rend compte que oui, le matériel c'est bien, mais un souvenir c'est un moment passé avec la personne, et ça nous fait revenir à des moments simples et à des moments qui sont même plus importants que de toujours vouloir avoir plus. C'est vrai qu'on vit dans un quotidien où on a toujours besoin d'avoir la plus grosse voiture, la plus grosse maison, alors que finalement ça c'est que c'est du matériel, et le plus important c'est les personnes avec qui on vit finalement. C'est pas ça. Oui, c'est les liens en fait, c'est les liens humains, c'est sûr.
En fait, j'ai une forte croyance pour après la vie. Et dans ce roman, justement, j'avais envie d'axer sur le souvenir parce que je pense que finalement, quand une personne n'est plus là, mais le souvenir, c'est ce qui permet de la laisser vivre encore. Et ça alimente aussi le lien avec la personne qui n'est plus là parce que finalement, elle continue de vivre au travers les souvenirs. Et bah oui, on tend à être pressé et on pense qu'un souvenir, c'est forcément un gros voyage, alors qu'en fait, finalement, ça peut être simplement un repas très simple en semaine, après une journée de travail, partagé avec son enfant ou avec son conjoint, une petite phrase qu'on n'oublie pas mais qui fait du bien. C'est une banalité. Et donc, c'était ça que j'avais envie de laisser transparaître dans ce roman, c'était de finalement immortaliser par des photos et une petite phrase pour ne pas oublier et figer ce souvenir pour que quand la personne parte, ben, que finalement elle continue à vivre encore longtemps. Oui, oui, complètement. Et je pense que ton livre nous fait penser forcément à quelqu'un qui est parti dans chacune de nos vies. Je sais que moi, par exemple, on a 2 personnes complètement différentes qui sont parties, mais ce livre nous a fait penser à ces 2 personnes, même si c'est pas du tout la même histoire, mais le souvenir qu'on a avec ces personnes-là, ce livre-là nous permet d'y repenser. C'est vrai oui, qu'on plonge forcément. Alors, bon, on va pas spoiler, mais les scènes que tu as décrites à la fin, pour l'avoir vécu, moi, vraiment, hein, je m'y revoyais. Hein. Je m'y revoyais jusqu'à la toute fin. Ça m'a fait revivre des émotions, forcément. Hein. Mais c'est assez incroyable. Hein. Franchement, c'est écrit avec une justesse, une précision et une réalité. C'est assez incroyable, Besoin de livres qui font pleurer. Finalement, je suis complètement d'accord avec toi. On aime rire, mais on aime aussi je pense que c'est même celles qui touchent le plus parce que celles qui nous bouleversent, ça veut dire qu'on a réussi à venir toucher un point très sensible en nous et quelque chose qui est pas dans un feel-good contemporain ou simple, où c'est une romance un peu, on va dire lambda. Oui, on va aimer lire ça, mais ça va pas nous toucher parce qu'on n'a pas forcément on ne ressent pas forcément ce que les gens ont ressenti dans cette histoire. Alors que dès que c'est psychologique, on arrive en fait à voir en la personne, à sentir les émotions qu'elle a ressenties. Et finalement, c'est ça qui nous touche et c'est ça qu'on retient du livre. C'est vraiment ça qui nous permet aussi d'ouvrir l'esprit, de se dire, cette personne-là, elle a ressenti la même chose que nous, mais elle n'a peut-être pas vécu de la même manière. Et c'est ça on aime s'identifier, je pense. On a besoin de se rendre compte qu'on n'est pas seul dans notre quotidien. Oui, et puis moi j'aime bien quand un livre, par exemple, celui-là m'a fait beaucoup pleurer, mais j'y ai repensé 3, 4, 5 jours après, j'y ai repensé en fait. Ça marque, c'est ça qui est bien aussi. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que ton parcours personnel parle aussi de tout recommencer finalement, parce que tu as gardé ton emploi dans l'éducation, mais de se lancer dans l'écriture, ça reste un tout nouveau départ pour toi. C'est-à-dire que c'est complètement quelque chose que tu recommences à zéro. C'est quelque chose que je ne connaissais pas, évidemment. Après, j'ai vraiment réalisé et pris conscience que écrire, c'était un besoin. D'ailleurs, quand mon roman est sorti, j'avais cette peur de ne plus pouvoir lire, de ne plus avoir d'inspiration. Et j'ai commencé à réécrire, je dirais, mi-novembre. Le roman est sorti le 10 octobre. Mi-novembre, je l'avais plus écrit depuis un petit temps puisque après la fin de la toute dernière réécriture, de promotion sur les réseaux, de mise en page, de tout ce qui est à côté de vraiment écrire une histoire. Donc ça faisait quelques mois que je n'écrivais plus et je me sentais pas bien avec moi-même. Et là, depuis mi-novembre, j'ai recommencé à écrire. Beaucoup plus difficile parce que j'ai mes enfants en plein sur 2, donc là c'est pire. Donc j'abandonne mes personnages pendant quelques jours, ce qui rend la tâche plus difficile parce que j'ai besoin d'être imprégnée d'eux-mêmes. Et là je me suis infligé un horaire, donc même tous les jours au boulot, de midi à 13h15, j'allume le PC et j'écris. Et je réalise qu'en fait, je suis plus sereine. Alors je ne sais pas l'histoire va plaire, ça c'est un autre
en ligne. Mais en tout cas, je sais que ça génère du bien en moi-même. Et je me dis que finalement, sortir un livre, c'est autre. Le fait de vouloir le vendre, ça génère un bien interne avec moi-même. Donc je dirais que c'est encore plus bénéfique parce que c'est sûr que quand mon lecteur lâche et qu'après ils reviennent vers moi et qu'ils me disent qu'ils ont été touchés par l'histoire, que certains ont pleuré, que d'autres ont réfléchi, que certains même abordent la vie d'une manière différente, c'est hyper gratifiant. Mais au-delà de ça, c'est un bien-être personnel. Et donc je me dis, au final, vendre, c'est bien, mais ça ne représente rien par rapport au bien que moi, ça me procure. Donc voilà, j'ai envie encore de continuer d'écrire. Je sais que ça peut plaire, ne pas plaire. Et, voilà, j'essaie de me dire ça, c'est juste des détails que je dois continuer à être bien avec moi-même et à écrire comme moi je le pense. Je me dis vraiment toucher d'autres personnes. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de peur dans cette prise de décision pour recommencer? Un peu les deux. C'est vrai que pour moi, c'est une suite. Donc forcément, je pense qu'il y a quand même de la peur quand on recommence autant dans notre vie personnelle que quand on commence à écrire. Oui. En fait, déjà, sur le plan de l'écriture, au début, quand j'ai commencé à écrire, c'était assez compulsif et certaines personnes rigolaient. On me disait, oui, mais quoi, tu vas écrire 30, 35 pages, et ça va terminer. Et au final, je disais, oui, c'est possible, en fait. Peut-être que je vais avoir, comme on appelle, la page blanche, la page. Et puis ensuite, mes personnages m'ont habité à tel point. Parfois, ça me réveillait la nuit parce qu'en fait, je connaissais la fin à laquelle je voulais arriver, mais je n'avais pas de trame bien définie pendant tout le fil de l'histoire. Et c'est eux vraiment qui, quand j'écrivais, je les voyais devant mes yeux. Et donc parfois, j'avais besoin d'un peu comme ça au boulot ou avec des personnes de mon entourage. Et parfois, ça peut paraître un peu cinglé. On se dit, mais là... Donc j'avais l'impression d'être un peu, dans une autre dimension. Et pas toujours comprise aussi par mon entourage, qui n'a pas forcément cette passion pour la lecture ou pour l'écriture. Il y a parfois dans certains cercles où j'osais à peine dire que j'étais en train d'écrire un roman et que j'allais paraître pour quelqu'un d'un peu, je sais pas, j'ai un peu à côté de ses pompes ou perché sur sa planète. Je sais pas trop comment définir, mais c'est un peu le ressenti que j'en avais. Par contre, la vie personnelle, ce qui est difficile, effectivement, c'est de recommencer, de prendre la décision, surtout parce que lui qui prend la décision est souvent la personne qui est pointée du doigt, en fait. Et ça, on ne dit pas assez. On a tendance à porter celui qui est obligé d'accepter la décision comme étant le plus malheureux. Mais finalement, prendre la décision, c'est pas forcément la tâche aussi la plus simple. Surtout quand on fait du mal à des personnes qu'on aime. Donc là, c'est d'autant plus compliqué. Oui, c'est vrai que forcément, quand on est décisionnaire de tout basculer, quand on est plusieurs, souvent c'est nous qui sommes le méchant de l'histoire, alors que pas forcément on en souffre tout autant. Et qu'est-ce que tu ressens donc aujourd'hui quand tu as ton livre entre les mains? Qu'est-ce que ça te fait? Alors ça, c'est une émotion que je ne sais pas décrire. Parfois, j'ai la couverture encadrée sur mon mur et quand je déballe mes colis de mes commandes qui arrivent ou que j'ouvre parfois au hasard, je lis quelques phrases et puis je me dis mais c'est moi qui ai écrit ça. C'est vraiment une autre dimension de réaliser que ça vient surtout de mon cœur. J'ai vraiment mis toute mon âme dans cette histoire et je pense que j'ai pas encore tout à fait réalisé que oui, c'est pas qui sort de moi en fait. Oui, c'est un peu comme si c'était
Enfin, c'est toi qui l'as écrit, mais inconsciemment, t'arrives pas encore à le réaliser. Non, c'est clair, c'est un rêve, c'est un stress constant aussi parce que le livre, il prenne son envol et bon, il prend son envol. Je suis hyper surprise de l'engouement et de voir le nombre de lecteurs que je peux déjà avoir après seulement 6 mois. Énorme. Mais à côté de ça, je me dis, j'aimerais encore plus. Enfin, j'aimerais que ça ne pas. Je poste sur les réseaux, je fais ce que je peux. Et finalement, quand on est en auto-édition, on est souvent désemparé par le nombre d'heures que l'on passe à poster, à alimenter notre compte Instagram, le compte TikTok et j'en passe. Mais finalement, la récompense est tellement minime par rapport au nombre d'heures passées que parfois ça peut sembler un peu désarmant. Voilà, après je reste hyper comblée quand même par ce projet. Mais tu disais que ton entourage, toi, t'avais un peu cette peur qu'ils ne comprennent pas que t'écrives, mais est-ce que le fait de l'avoir publié, d'avoir des retours, c'est un peu comme un apaisement et un peu une revanche en fait sur les critiques que t'as pu avoir au départ? C'est clair. Après, j'ai des amis aussi qui me... Parce que quand je me suis séparée, ça a été le chaos, hein, je vais pas mentir. J'ai arrêté, donc j'ai repris contact avec ma correctrice et je lui ai dit que j'étais saturée. Elle a c'est quelqu'un qui est hyper humaine. Et elle a directement dit, prends le temps qu'il te faut. Donc, on a reposposé la date de renvoi de mon travail. Et j'ai eu un petit cercle dans mon entourage qui s'est formé et qui me poussait à me dire, Maïté, mais t'es tellement forte en fait parce que tu prends des décisions, tu prouves à tes enfants que en fait, t'as envie de leur montrer c'est quoi l'amour, le vrai amour fort avec des câlins, des gestes tendres. Et puis là de ça, t'écris un livre. Donc, et ça, c'est sûr que c'est hyper porteur. Finalement, pour moi, écrire cette histoire, ça me semblait un peu banal, si j'ose dire. Je pensais pas qu'elle allait faire en fait. Enfin, parfois j'écrivais et puis je me disais oui, ok, mais je pensais pas en fait que ça allait réellement toucher, même si moi ça me touchait profondément. C'est autre chose de transmettre l'émotion à quelqu'un d'autre. Je pense qu'il y a vraiment un monde entre ce qu'on écrit, ce qu'on est touché. Enfin, est-ce que je suis touchée parce que j'écris? Est-ce que je vais réussir à toucher d'autres personnes? C'est encore tout à fait autre chose. Donc c'est sûr que là, le fait d'avoir des retours hyper positifs, et puis par exemple j'ai en souvenir une personne tu m'as vendu ton livre comme un feel good, mais tu m'avais pas prévenu que j'allais pleurer. Et donc du coup, je me dis waouh, j'ai réussi à la faire pleurer. Enfin, même si ça peut paraître un peu sadique, c'est gratifiant parce que je me dis finalement, moi, quand j'écris, je pleure. Je vais pas mentir. Et puis quand je me relis, et même encore quand je relis, il y a des passages en fait où je peux pas me retenir de pleurer et de voir que d'autres personnes peuvent aussi s'identifier à mes passages. Ça, c'est vraiment j'ai envie de dire c'est du pain béni, c'est vraiment tout est gagné en fait dans cette mission d'avoir écrit un livre. Ok. Et sur ce livre-là, est-ce que c'est une histoire complètement inventée ou est-ce qu'elle vient aussi de ton parcours personnel? Est-ce que tu t'es identifié dans un de tes personnages ou est-ce que c'est vraiment juste une histoire que tu imaginais en fait au fur et à mesure, mais que c'était vraiment que de l'invention totale? Non, c'est pas du tout de l'invention totale dans le sens où quand j'ai écrit cette histoire, j'avais réellement la peur de mourir en fait. Je me cherchais des maladies non-stop, peut-être parce que j'osais pas réellement arrêter de travailler et que je me disais si j'ai une maladie grave, ben, mon arrêt maladie va être mieux perçu. Donc je pense qu'il y a toute cette inspiration qui m'est venue dans le sens où je me suis dit et si maintenant je tombe réellement malade, quelle est la dernière trace que j'ai envie de laisser de moi-même à mes enfants? Et puis à côté de ça,
il y a ce lien aussi avec Marie et sa mère qui est un petit peu compliqué. Et ça, c'est quelque chose que moi, je ressens très fort par rapport à ma propre histoire avec ma maman. Et d'ailleurs, cette partie de l'histoire n'existait pas dans mon premier jet. Et ma correctrice m'a dit, si tu ne développes pas le mal-être de Marie, elle peut paraître agaçante. Et du coup, je me suis dit, mais vas-y Maïté, donne-toi à fond. Et en fait... explique d'où vient ce mal-être profond. Et donc j'ai commencé à écrire donc ces passages du journal de Claire. Et là en fait c'est un peu ma manière à moi d'oser dire à ma maman je l'aime. Enfin n'importe comment se passe notre relation et notre vie. Et c'est aussi ma manière à moi de dire que mais parfois en fait on a envie de devenir mère et en fait on n'imagine pas tout ce que ça engendre et que ça peut aussi être bien plus compliqué qu'on le pense et que c'est pas forcément quelque chose de facile pour tout le monde et que parfois prendre ses distances avec son enfant ça peut aussi être une forme de protection. Et ça c'est vraiment, j'ai voulu transmettre dans l'écriture des passages du journal de Claire qui expliquent très clairement qu'elle a voulu vraiment faire ce qu'elle pouvait mais qu'en fait elle n'y est pas arrivée. Et puis il y a ce côté de Marie aussi qui apprend à accepter. Et c'est aussi ça, toute la résilience du livre, en fait, c'est de se dire qu'on a tous nos échecs, mais que apprendre à pardonner et à accepter, bah, finalement, ça peut résoudre une blessure, en fait. Même si on a cette blessure, bah, ça permet de mettre un pansement et d'avancer et de continuer à... Oui, c'est vrai que cette partie-là de l'histoire peut parler, parce que être une maman, c'est pas toujours évident. Ou en fait accepter les différences, parce que souvent on aimerait que notre enfant soit comme nous. Et par exemple, quand notre enfant n'est pas le reflet de nous-mêmes, on peut avoir cette forme de rejet sans le vouloir, parce qu'on se dit il faut que je le comprenne, il n'est pas moi. Et c'est vrai que quand on est maman, souvent, quand on est maman, notre petite fille, c'est un peu notre double, et c'est pas forcément le cas. En fait, on a notre propre identité, et donc le fait qu'elle n'est pas nous peut être désarmant en tant que maman, et peut avoir du coup cette distance entre la maman et la fille, sans le vouloir, parce qu'on s'attend tellement à avoir notre double, et quand c'est pas le cas, du coup c'est un peu, je pense que ça doit désarmer complètement. Maintenant, on va un peu parler de l'auto-édition, de pourquoi cette décision, pourquoi ne pas être partie en maison d'édition, mais d'avoir décidé de complètement faire le livre du coup toute seule. Est-ce que c'est un choix personnel ou est-ce que tu as été contraint de faire ça? En fait, quand j'ai rencontré ma correctrice, elle m'a expliqué qu'elle était auteure en auto-édition. Moi, j'avoue qu'en fait, je connaissais pas du tout l'auto-édition. Et en fait, ce qui m'a poussée à faire ce choix, donc j'ai pas tenté ma chance en maison d'édition. Pourquoi ? Parce que j'avais envie de laisser l'histoire telle qu'elle était. Et je sais qu'en maison d'édition, le parcours est parfois difficile. On peut demander à changer une partie de l'histoire pour la rendre plus commerciale, ou on peut nous imposer un style graphique pour la couverture. Et ça, c'est des choses que moi, je n'avais pas pensé. J'avais dans la tête ma couverture, j'avais dans ma tête la fin de l'histoire. Je voulais pas en faire une simple romance, par exemple, où on a une happy end, où tout le monde est heureux. Enfin, même si ma fin, elle est pleine d'espoir, donc j'ai envie de dire le lecteur. Enfin, c'est moi ce que j'ai voulu faire, c'est que le lecteur ne referme pas le livre sur une fin hyper malheureuse. Donc voilà, je voulais un petit peu la rendre plus jolie, mais j'avais pas envie parce que on m'a dit jusqu'au bout on y croit et on pense que en fait que les choses vont changer, et en fait non, enfin parce que moi je pense que dans la vie il y a des drames qui se passent et que il faut continuer à avancer. Et donc c'est ça que voilà, j'ai choisi l'auto-édition pour justement créer à mon rythme,
et avoir, être maître en fait de la créativité et pas devoir me calquer à l'image d'une maison ou à changer le récit pour plus vendre en fait. Est-ce que si une maison d'édition t'écrit, te contacte, est-ce que tu accepterais de passer en maison d'édition maintenant? C'est rigolo parce que cette question, j'y pense presque tous les jours. C'est, je sais pas si je serais prête à passer par une maison d'édition. Pourquoi? Parce que en fait, en auto-édition, on est complètement maître de sa diffusion, et donc je sais que je peux constamment m'inscrire à n'importe quel salon, à réfléchir comment relancer la promo de mon livre. Que par contre, en maison d'édition, je pense qu'il y a un réel travail de promotion, ça c'est sûr. Enfin, je pense à des grosses maisons d'édition comme Flammarion ou je sais pas moi, Pocket ou autres qui clairement propulsent des romans, qui en font des best-sellers, ça c'est sûr. Par contre, je pense que ça peut aussi devenir vite un flop si le livre ne décolle pas. On se retrouve très vite au fond d'un tiroir. Et là, on a vendu notre droit d'auteur et on peut plus rien y faire. Et là, c'est un peu quelque chose qui moi, me fait peur. C'est de me dire, si je suis en auto-édition, et que je vois que mon livre, il s'essouffle, je pourrais, par exemple, le retirer, retravailler la couverture, rajouter quelques chapitres inédits, et puis relancer l'histoire, en fait. Pourquoi pas? Tandis qu'en maison d'édition, en fait, si mon livre, il se vend pas, je peux pas y faire grand-chose, quoi. Mes droits sont perdus, et donc ça, c'est quelque chose qui me fait peur. D'accord. Oui, donc c'est cette liberté que tu as besoin, en fait, de te dire que ce livre-là, si tu as envie de le recréer, de rajouter des chapitres, tu aies la totalité de tes droits, que tu ne sois pas contrainte de devoir demander l'accord à quelqu'un. C'est garder entièrement. En fait, je pense que c'est parce que cette histoire, elle m'appartient tellement que j'ai pas envie de la léguer à quelqu'un. Parce que je me rappelle de ça, j'avais une collègue qui m'avait dit, au début de mon processus d'écriture, elle me disait, mais t'y crois vraiment à ton projet? Et en fait, je lui ai répondu, mais même sans hésiter, j'ai dit, mais bien sûr que j'y crois. Parce que cette histoire, j'y crois tellement fort, en fait, elle m'a tellement dit que je ne peux pas croire que cette histoire ne pas à voyager dans le temps. Et je reste persuadée que oui, c'est difficile parce que je suis en auto-édition, mais je suis certaine qu'elle peut toucher énormément de personnes. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de donner dans des salons, en parlant de mon livre, de moi-même, d'échanger avec des futurs lecteurs. C'est vraiment leur montrer en fait finalement ce que cette histoire m'a apporté, en me disant peut-être que ça peut aussi apporter quelque chose à quelqu'un d'autre. Et alors, pourquoi avoir choisi la romance psychologique? En fait, j'ai pas choisi. Cette histoire, elle s'est créée toute seule. Et du coup, en fait, je m'attendais pas à ce qu'on me dise, parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me dire ton livre, c'est limite un peu du développement personnel, j'ai envie de dire entre guillemets, parce que souvent on me dit quand on ferme ton livre, on se remet en question. Et moi, en fait, ça, j'ai pas pensé quand j'ai écrit cette histoire. J'ai simplement écrit avec énormément de dialogue parce que j'avais besoin en fait de faire parler un maximum mes personnages. Mais j'avais vraiment pas pensé qu'on viendrait me dire quand on ferme ton histoire, on réfléchit à notre manière de vivre. Et donc du coup, c'est un peu un hasard, si je peux dire, parce que j'y ai pas pensé. C'était pas le but premier en fait. D'accord. Et sinon, du coup, est-ce que ça t'attire, ce genre de romance? Par exemple, romance psychologique et développement, puisque ce qui en sort... Clairement, par exemple, je pense à un livre de Melissa d'Acosta, Les lendemains, où là, on est un peu sur ce développement personnel parce que la personne, elle est anéantie et puis elle va se réouvrir vers une nouvelle vie malgré un drame dans sa vie. Je me rappelle, j'ai lu ce livre, je pense, sur une nuit,
tellement j'étais prise dans l'histoire il y a de ça des années. Mais c'est sûr que moi aussi, quand je lis un livre, j'aime quand l'histoire me revient bêtement. Parfois, je suis en train de faire quelque chose et puis je me dis, ah oui, en fait, c'est comme dans cette histoire, en fait, où le personnage se relève. Par exemple, dans La mélancolie du kangourou avec c'est Laure Manel. Là aussi, on voit ce papa qui est complètement anéanti. Et ça a coupé, je pense, non? Oui, oui. Oui, mais c'est bon, ça a repris. Ouais. Ça a repris. Donc je sais pas où ça a coupé, mais j'étais en train de... Pour par exemple la mélancolie du kangourou, où là aussi on pense à ce papa qui est complètement anéanti et puis finalement il retombe amoureux, il refait sa vie, sa fille peut grandir sereinement, etc. Et bah oui, forcément ça me porte aussi dans ma vie de tous les jours, parce qu'au final on peut tous s'identifier à certains personnages dans une ou l'autre histoire. Donc c'est sûr, l'amour nous porte, en fait. Je dis toujours, tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir, et c'est aussi ce que j'avais envie de donner dans mon roman. Et est-ce que c'est difficile de devoir réécrire avec d'autres personnages et dire au revoir à ces personnages-là? Oui, clairement. Là, je suis dans l'écriture du premier jet du deuxième roman. J'arrive doucement à la fin. Et j'ai eu énormément de mal à vraiment m'imprégner aussi fort de mes personnages. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je pense que cette histoire, elle me ressemble peut-être encore plus que la première. Mais oui, j'avais du mal à oublier Thomas. Parce que peut-être que je sais que en fait ce personnage, il est figé dans une seule histoire et il le restera pour toujours. Mais j'ai vraiment eu du mal à abandonner Thomas, parce que en fait dans ce livre, je le trouve tellement... c'est une personne charismatique, je trouve, parce que il se montre à la fois fermé et carriériste et hyper organisé, et en fait à l'intérieur il est complètement effondré. Et on le voit évoluer au fil de l'histoire, et il s'ouvre complètement finalement à une deuxième femme, puisqu'il s'autorise à retomber amoureux. Et oui, peut-être qu'en fait Thomas, il fait tellement partie de moi, parce que je suis aussi quelqu'un de hyper perfectionniste, qui veut toujours tout réussir, qui est impatiente et qui... Je vais pas dire que... Enfin, parce que je baisse rarement les bras, mais je suis parfois un peu défaitiste en me disant ça fonctionne pas comme je veux, et peut-être qu'en fait Thomas c'est un peu moi quelque part, et donc oui, j'ai eu du mal à le laisser partir. Après il y a Marie et Zoé aussi, et moi j'ai envie aussi de les faire revenir dans une prochaine papa. Oui, avec grand plaisir. Alors, c'est super. oui, ça serait super. Du coup, est-ce que tu peux nous dire 2-3 petites choses sur le nouveau roman, ou c'est top secret? Non, je peux dire 2-3 petites choses. En fait, je pense que finalement, en écrivant ce deuxième roman, j'ai réalisé que ces romans, en fait, c'est un peu mon deuil de ma vie personnelle, de ma séparation, même si dans ma vie personnelle, heureusement, je ne connais pas la perte, je n'accompagne pas quelqu'un en fin de vie, mais finalement, c'est chaque échec demande un deuil. Et je pense que mon premier roman, c'est justement être accompagnée dans cette nouvelle vie. Et le deuxième, c'est peut-être le vivre réellement. Parce que ce deuxième roman, c'est un peu toujours la même idée, donc transmettre l'émotion, apprendre à vouloir accepter l'échec et se relever. Donc on va encore parler de sujets un peu délicats et lourds, mais en gardant cette idée d'espoir et de rire aussi. Enfin, j'avais pas envie encore de décrire un truc mélodramatique où c'est lourd et où il faut hyper fort se concentrer. Donc ça reste une histoire assez légère dans l'ensemble. Et je pense que ça pourrait peut-être générer sur une suite où on referait
un mix avec les personnages du premier, du deuxième. Enfin voilà, j'en dis pas plus, mais c'est une idée qui m'est tombée dans la tête. Donc voilà, il y aura un troisième qui, j'espère, pourra vraiment un peu boucler ce cheminement du deuil de toute cette nouvelle vie finalement. C'est top. Et ben, Bah, on a hâte. Hein. on a hâte. Ah ouais. On a hâte de lire déjà le deuxième. Ouais. Et encore plus, si on peut lire le troisième, c'est avec grand plaisir. Mais voilà, bah en tout cas, J'avais merci. une question. Vas-y, je t'en prie. J'ai encore une question. Tu disais tout à l'heure que tu étais très perfectionniste, voilà, assez impatiente. Je voulais juste savoir comment tu fais donc aujourd'hui pour t'organiser. Parce que tu es maman de 4 enfants, tu es professeur des écoles, tu es écrivain, tu as une vie sociale, une vie amoureuse. Donc moi, je suis hyper inspirée. Enfin, comment est-ce que tu fais aujourd'hui pour mener toutes ces casquettes, en fait, tous les jours, pour avoir ces casquettes? En fait, je gère pas grand-chose. C'est-à-dire que je suis hyper perfectionniste dans le sens où je vais toujours à fond quand je veux quelque chose, je vais le chercher. Mais par contre, dans ma vie avec les enfants, par exemple, je suis hyper désorganisée. Parfois, je réalise que j'ouvre les armoires, c'est le bazar, et ça m'énerve. Et j'essaie ici ce week-end, il fallait plier le linge. Enfin, le linge, j'en parle même pas. Le nombre de machines ici, c'est pire que l'usine de H&M. Non, à côté de ça, j'essaie vraiment d'avoir certaines rigueurs avec moi-même dans mes projets. Je dors peu aussi, je dors très peu. Ça, c'est un peu ma force, c'est que je peux aller dormir très tard et me lever tôt le matin, même si je déteste quand le réveil sonne. Donc du coup, ça me permet de pouvoir le soir traîner sur Canva pour essayer de faire des mises en page d'un beau visuel pour mon Insta du lendemain. Donc et à côté de ça, j'écris aussi parfois la nuit, donc j'essaie un peu de tout goupiller, mais c'est sûr qu'il y a parfois où je craque et où je pleure, et là souvent j'appelle mon père, et puis il me dit oui mais Maïté, tu fais 10 000 choses en même temps, et donc j'ai dit oui, je voudrais avoir des journées de 120 heures pour pouvoir aboutir tout ce que je veux, mais c'est sûr que je suis loin d'être parfaite, et j'aimerais que ma maison soit plus rangée, mieux nettoyée, et parfois je mets un peu tout ça de côté pour écrire ou pour alimenter mes réseaux, pour continuer à rêver, enfin voilà. Donc peut-être qu'en fait je suis perfectionniste dans mes projets, mais un peu moins dans ma vie quotidienne, dans ma maison par exemple. Je comprends. Il faut faire des choix. Hein. De toute façon, on ne peut pas être... Entre écrire et le choix est vite fait. Ouais, c'est sûr. Oui. Mais je me reconnais beaucoup en toi, parce que je suis pareil, je suis quelqu'un qui travaille très très tard, qui peut me lever tôt quand il faut se lever tôt, et dès que j'arrive plus, je suis pareil, je suis comme toi, j'appelle mon papa. C'est vraiment la personne que j'appelle et que je me plains directement en me disant mais j'aimerais que les journées soient plus longues, qu'on puisse... c'est vrai qu'on aimerait des fois se dire on n'a pas besoin de dormir et on enchaîne, et mine de rien le corps en a besoin, donc j'ai de dormir. Mais je comprends. Et surtout la casquette de maman avec 4 enfants, chapeau, parce que ça doit pas être évident. Vraiment de tout cumuler. Mais est-ce que dans un futur proche ou un petit peu lointain, tu aimerais pouvoir vivre complètement de tes écrits et pouvoir arrêter l'éducation, ou est-ce que c'est un métier qui te passionne aussi? En fait, c'est sûr que ce que j'aimerais, c'est garder un pied dans mon boulot d'enseignante, parce que on va pas se cacher, c'est une stabilité, c'est un salaire confortable. Mais par contre, oui, mon souhait le plus grand, j'ai envie de dire, ce serait de pouvoir me dire que l'écriture en fait me permette de dégager du temps, donc par exemple de travailler mi-temps, et à côté de ça d'avoir un mi-temps pour pouvoir à l'écriture, et surtout à la diffusion en fait, parce que en fait, moi, je suis pas douée sur les réseaux, et diffuser son roman, c'est tellement plus difficile que d'écrire finalement. Faut être créative, et sur les réseaux, en fait, je le suis pas du tout.
je suis pas à l'aise. Enfin, on m'a dit fais des facecam, etc. Et en fait, j'ai acheté un micro, mais je sais pas ce que je dois en faire. J'ai découvert par exemple Canva que je connaissais à peine. Enfin, je gère pas du tout le PC, même Word, c'est un peu une galère. D'ailleurs, je paye tous ces services pour mon roman, donc la mise en page, la couverture, etc. J'ai vraiment délégué tout ce côté parce que je suis pas douée dans tout ce qui est informatique. J'ai plus tendance à sortir une feuille et à faire un tableau à la main que d'ouvrir Excel, par exemple. Donc oui, moi, je suis un peu paumée dans les réseaux et je pense que travailler mi-temps, ça pourrait me donner une qualité de vie meilleure en tout cas, et encore plus écrire, parce que je pense qu'en auto-édition, un roman c'est pas suffisant. Il faut très vite garder ses lecteurs et proposer encore un nouveau livre, et puis quand on a fini le second, proposer encore un troisième et ainsi de suite. Et je pense que c'est comme ça en fait qu'on développe son réseau et qu'on arrive aussi à alimenter mon Instagram par exemple. Je poste constamment sur mon premier roman, mais il y a un moment où on a fait un peu le tour, et donc je me dis là le deuxième, de relancer un peu, de raccrocher les personnes. Donc je pense que ma communauté va s'agrandir, mais c'est hyper compliqué, quoi. Donc oui. C'est un boulot, hein. C'est un travail, hein. Ah oui, c'est clair. C'est passe le fait d'écrire et de créer, en fait. C'est sûr que vendre, finalement, c'est vendre un produit. Et ça, c'est pas mon truc. Plutôt timide et réservé, donc c'est compliqué. Oui, c'est pas évident. C'est vrai que c'est un peu le côté du travail qui n'est pas toujours évident, c'est de réussir à garder ses lecteurs, garder les personnes qui nous suivent, réussir à faire du contenu croustillant, ça les divertit. Créer une communauté, voilà, aussi. Vraiment difficile. C'est sûr. Ça là-dessus, oui, c'est vraiment pas évident, surtout quand on n'est pas dans le métier. Faut vraiment réussir à trouver les codes, à savoir qu'est-ce qui va plaire, est-ce que si on fait quelque chose qui est mis en scène, est-ce que les personnes vont être plus attirées que si on fait juste des photos. C'est vraiment des questions à laquelle il faut se poser 10 000 questions et savoir est-ce que ça va plaire. On est toujours sur cette question-là, est-ce que finalement ça plaît toujours. Et je pense que même la lecture ou écrire... C'est des tendances aussi qui changent si vite que parfois on n'a même pas le temps de se familiariser avec quelque chose, qu'il y a déjà autre chose qui vient parce que ça fait partie de la génération actuelle. Et moi, en fait, je suis à l'âge avec une nouvelle génération. Moi, on avait des skyblogs et Instagram, par exemple, avant d'avoir mon roman, je connaissais pas trop. Je m'y suis vraiment mise pour faire la promo de mon livre. Finalement, il y a très peu de temps. Donc c'est normal que c'est compliqué. Il y a parfois encore où je dois réfléchir comment poster un réel. Enfin, je suis là et puis je me dis ah oui, il faut rechercher le plus, et donc je cherche le plus sur mon écran, mais je me dis j'ai perdu déjà 10 secondes. Ce symbole, c'est des anecdotes qui peuvent paraître ridicules, mais c'est la réalité. TikTok, c'est encore pire. Je gère vraiment pas. Je suis un peu plus à l'aise avec Facebook, mais Facebook, c'est peut-être un peu plus... c'est compliqué de séparer la vie personnelle et la vie d'auteur avec mon Facebook. Donc, j'ai une page Facebook, mais elle fonctionne pas trop bien. Donc voilà, j'essaie surtout d'alimenter mon Insta comme je peux. Et puis voilà, je me dis... parfois je réfléchis, est-ce que je dois poster le soir parce qu'il y a plus de gens le soir, ou est-ce que je dois poster le matin? Et puis au final je me dis quand t'as du temps, lâche ton post et puis on verra bien si ça prend ou pas, parce qu'au final si je dois commencer à réfléchir à quel moment le poster, je sais pas à quelle heure je vais aller dormir en fait. Donc voilà, je fais ce que je peux et on verra bien. En tout cas, merci pour cette conversation qui était profonde et touchante, de nous avoir raconté ton parcours, de nous avoir dit aussi ta vie personnelle, de nous avoir fait rentrer aussi dans ton quotidien. Et puis je peux que conseiller aux personnes qui nous écoutent de lire ton livre parce qu'il est magnifique. C'est une pépite. Voilà. Je pense que c'est notre coup de cœur pour le moment. On discutait avec Camille, c'est notre coup de cœur 2026. Oui, vraiment, il est très très touchant. Et oui, c'est une remise en question. C'est vrai que on a besoin,
Donc la suite, on l'attend. On attend le tome 2. On aime ta plume et Avec impatience. voilà. Vraiment, ça montre la beauté dans des moments sombres de la vie et ça montre l'espoir. C'est vrai que ça là-dessus, faut toujours y croire. Ouais. Donc voilà. Donc merci beaucoup à toi et on dit à bientôt à ceux qui nous écoutent. C'est ça. Ben, merci À à vous. bientôt.